Les ombres de la conciergerie. L'aube grise d'octobre 1793 se glissait furtivement à travers les barreaux étroits de la conciergerie, projetant des ombres fantomatiques sur les murs humides de la cellule. Marie-Antoinette, jadis reine resplendissante de France, était assise sur son lit de paille grossière, ses doigts pâles et amaigris jouant distraitement avec les fils effilochés de sa robe noire élimée. Le temps semblait suspendu dans cette prison qui avait vu défiler tant de nobles avant leur rendez-vous avec la guillotine. Dans la cellule adjacente, Rosalie Lamorlière, sa fidèle dame de compagnie qui avait choisi de partager son sort, s'affairait déjà malgré l'heure matinale. Ses gestes précis et mesurés trahissaient une habitude longuement acquise au service de la noblesse, même si aujourd'hui, elle ne manipulait plus que des ustensiles rudimentaires et des provisions frugales accordées par les geôliers. « Votre Majesté, » murmura Rosalie, glissant un bol de soupe encore fumante à travers la petite ouverture aménagée dans la porte. « Il faut absolument que vous mangiez pour garder vos forces. Les jours sont de plus en plus froids. » La reine déchue leva les yeux, un faible sourire traversant son visage émacié. Ses traits, autrefois admirés dans toute l'Europe pour leur fraîcheur et leur éclat, portaient désormais les marques profondes des épreuves endurées. Ses cheveux, jadis soigneusement poudrés et coiffés en des arrangements sophistiqués, étaient maintenant gris et ternes, coupés grossièrement comme ceux d'une simple paysanne. « Ma chère Rosalie, » répondit-elle d'une voix douce mais ferme, « combien de fois dois-je vous rappeler que je ne suis plus reine? Appelez-moi simplement citoyenne Capet, comme ils le font tous maintenant. Les temps ont changé, et nous devons changer avec eux. » Le garde Antoine Richard, posté dans le couloir, ne put s'empêcher de tendre l'oreille pour écouter cet échange. Jeune homme de 25 ans aux yeux verts perçants et au visage encore marqué par une certaine innocence, il avait développé, malgré lui, une fascination croissante pour cette prisonnière pas comme les autres. Contrairement à ses collègues plus endurcis qui prenaient un malin plaisir à tourmenter les détenus, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la compassion pour cette femme qui avait tout perdu. Le bruit des sabots des chevaux sur les pavés et les cris des marchands qui commençaient leur journée parvenaient faiblement jusqu'à la cellule, rappelant cruellement à Marie-Antoinette la vie qui continuait son cours à l'extérieur. Elle se leva lentement de sa couche et s'approcha de la minuscule fenêtre, ses pas mesurés trahissant une dignité que même la prison n'avait pu lui arracher. « Les rues s'éveillent, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour ses auditeurs. « Je me souviens du temps où je pouvais entendre ces mêmes sons depuis mes appartements à Versailles. » Comme tout semblait différent alors. Rosalie s'empressa d'épousseter la robe de sa maîtresse, un geste machinal qui rappelait les jours fastueux où elle supervisait sa toilette matinale. « Madame, pardon, citoyenne, votre soupe va refroidir. » Le médecin a insisté sur l'importance de maintenir vos forces. Antoine Richard observait la scène avec un mélange de fascination et de malaise. Il avait grandi en écoutant les histoires sur l'Autrichienne, comme on l'appelait avec mépris, sur ses excès, son arrogance, sa prétendue trahison envers la France. Mais la femme qu'il voyait maintenant, avec sa dignité silencieuse et sa résignation courageuse, ne correspondait en rien à ces descriptions venimeuses. Un bruit de pas lourd dans le couloir fit sursauter les trois personnes. Le commissaire Benoît, un homme corpulent au visage marqué par la petite vérole, apparut devant la cellule, accompagné de deux autres gardes. Son regard hostile balaya la pièce avant de se fixer sur Marie-Antoinette. « Citoyenne Capet, » aboya-t-il, le comité de sûreté générale exige un nouvel interrogatoire. Vous serez conduite dans la salle d'audience dans 1 heure. Marie-Antoinette acquiesça simplement, son visage ne trahissant aucune émotion. « Je serai prête, citoyen commissaire. » Dès que les pas des hommes s'éloignèrent, Rosalie s'affaira pour préparer sa maîtresse. Elle sortit de sous sa paillasse une chemise relativement propre, soigneusement pliée et conservée pour les occasions où la prisonnière devait paraître devant ses juges. « Il ne cesse donc jamais, » murmura Rosalie avec amertume, tout en aidant Marie-Antoinette à arranger ses cheveux du mieux possible. « Que peuvent-ils encore vouloir savoir? »« Ils cherchent des aveux, ma chère Rosalie, » répondit calmement Marie-Antoinette. « Des aveux qui justifieraient leur haine et leur violence. Mais ils ne les auront pas. » Antoine Richard, toujours à son poste, sentit son cœur se serrer. Il avait assisté à suffisamment d'interrogatoires pour savoir ce qui attendait la prisonnière, des heures de questions insidieuses, d'accusations absurdes, de pièges rhétoriques destinés à la faire trébucher. Le soleil montait lentement dans le ciel parisien, ses rayons créant des motifs complexes à travers les barreaux de la cellule. Marie-Antoinette s'assit sur son tabouret, droite et digne, pendant que Rosalie arrangeait les plis de sa robe. Dans le silence de la prison, on pouvait entendre le tintement lointain des cloches de Notre-Dame. « Savez-vous, Rosalie, » dit soudain Marie-Antoinette d'une voix presque rêveuse, « j'ai assisté à ma première messe à Notre-Dame le jour de mon arrivée à Paris.
J'avais 14 ans, et tout me semblait si grand, si impressionnant. Le peuple m'acclamait ce jour-là. Il jetait des fleurs sur mon passage. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, mais elle se reprit rapidement. Antoine Richard, qui n'avait que 8 ans à l'époque, se souvenait vaguement des récits enthousiastes de sa mère concernant l'arrivée de la jeune dauphine autrichienne. Un rat traversa furtivement le couloir, faisant sursauter Rosalie. Ces visiteurs indésirables étaient devenus des compagnons constants dans la prison, mais la dame de compagnie ne parvenait toujours pas à s'y habituer. Marie-Antoinette, elle, semblait à peine le remarquer, perdue dans ses souvenirs. « Il est presque l'heure », annonça doucement Antoine, se sentant obligé de briser le silence qui s'était installé. « Les gardes ne vont pas tarder à revenir. » Marie-Antoinette se leva gracieusement, comme si elle s'apprêtait à participer à une réception à Versailles plutôt qu'à subir un énième interrogatoire. « Merci, citoyen garde, dit-elle avec un léger hochement de tête dans sa direction. Votre gentillesse ne passe pas inaperçue. Antoine rougit légèrement et détourna le regard, conscient que sa compassion pour la prisonnière pourrait être considérée comme suspecte par ses supérieurs. Dans la France révolutionnaire, la pitié pour les ennemis de la République était considérée comme une forme de trahison. Les bruits de pas se rapprochaient à nouveau dans le couloir. Rosalie serra brièvement la main de sa maîtresse avant de reculer dans l'ombre de sa propre cellule. Marie-Antoinette se tenait maintenant debout, attendant ses geôliers avec une dignité qui semblait illuminer la cellule sombre. Le commissaire Benoît réapparut, accompagné cette fois de 4 gardes armés. « Il est temps, citoyenne Capet. Le comité attend. » Alors qu'elle franchissait le seuil de sa cellule, Marie-Antoinette jeta un dernier regard vers la petite fenêtre. Le ciel d'octobre s'était légèrement éclairci, promettant une belle journée d'automne à Paris. Une journée comme tant d'autres pour les citoyens de la République, mais pour la prisonnière de la conciergerie, chaque jour pouvait être le dernier. Antoine Richard reprit sa position, écoutant les pas qui s'éloignaient dans le couloir. Il ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps encore la ci-devant reine pourrait supporter ces interrogatoires incessants, cette pression constante. Mais quelque chose dans son maintien, dans la façon dont elle affrontait chaque épreuve avec une dignité inébranlable, lui suggérait que Marie-Antoinette ne céderait pas, quoi qu'il arrive. Le soleil continuait sa course dans le ciel parisien, indifférent au drame qui se jouait dans les cellules de la conciergerie, tandis que la Révolution poursuivait son œuvre implacable, broyant sans distinction aristocrates et roturiers dans ses rouages impitoyables. Les murmures du passé. Le retour de l'interrogatoire fut plus éprouvant que Marie-Antoinette ne voulait l'admettre. Alors que les derniers rayons du soleil d'octobre s'estompaient derrière les barreaux de sa cellule à la conciergerie, elle s'effondra sur sa paillasse, épuisée par les heures d'accusation et de questions répétitives. Les murs humides de sa prison semblaient se resserrer autour d'elle, comme pour l'étouffer sous le poids de ses souvenirs. « Votre main, citoyenne, se reprit Rosalie en s'approchant doucement, permettez-moi de vous apporter un peu d'eau fraîche. Vos lèvres sont si pâles. » La prisonnière hocha faiblement la tête, reconnaissante de cette attention. Ses yeux se fermèrent un instant, et dans cette obscurité volontaire, les images du passé déferlèrent comme une vague impossible à contenir. Le parfum des roses de Versailles lui revint soudain, si vivace qu'elle en eut le souffle coupé. Les jardins immenses, dessinés par le nôtre, où elle aimait tant se promener aux premières lueurs de l'aube. Les parterres de fleurs soigneusement entretenus, les fontaines majestueuses dont le murmure l'accompagnait lors de ses promenades solitaires. Tout semblait si proche et pourtant si irrémédiablement perdu. « Je me souviens, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Rosalie qui s'affairait silencieusement, du premier bal auquel j'ai assisté à Versailles. J'avais à peine 15 ans. La galerie des glaces étincelait de mille feux, les cristaux des lustres dansaient au rythme des menuets. Antoine Richard, qui venait de reprendre son tour de garde, ralentit imperceptiblement son pas devant la cellule. Ces bribes de conversation, ces fragments d'une vie si différente de la sienne le fascinaient malgré lui. Les robes de soie bruissaient sur le parquet, continua Marie-Antoinette, sa voix prenant des inflexions lointaines. Les courtisans rivalisaient d'élégance et de flatterie. Je portais une robe couleur de lune, brodée de fils d'argent. Ma mère, l'impératrice Marie-Thérèse, m'avait fait parvenir un collier de perles pour l'occasion. Elle porta machinalement la main à son cou, maintenant dépouillée de tout ornement. Ses doigts rencontrèrent la toile grossière de sa chemise de prisonnière, la ramenant brutalement au présent. Le dauphin. Louis, reprit-elle après un moment de silence, était si timide ce soir-là. Il préférait parler de ses horloges plutôt que de danser. Je ne comprenais pas encore que cette timidité cachait une profonde bonté. Rosalie écoutait religieusement, tout en préparant le maigre repas du soir.
Elle avait entendu ces histoires des dizaines de fois, mais jamais elle ne se lassait de les écouter. Chaque récit ajoutait une nouvelle nuance, un détail supplémentaire qui rendait ses souvenirs plus vivants encore. Et puis il y avait la musique, poursuivit Marie-Antoinette, un léger sourire aux lèvres. Gluck composait spécialement pour nos soirées. Ses opéras emplissaient la salle de spectacle de Versailles. Je me souviens particulièrement d'Iphigénie en Aulide. La première représentation fut un triomphe. Un bruit de chaîne dans le couloir la fit tressaillir. Le sourire s'effaça de son visage comme une bougie soufflée par le vent. Le présent reprenait ses droits avec une brutalité qui ne cessait jamais de la surprendre. Le peuple murmurait déjà à l'époque, dit-elle après un long moment. Il disait que je dépensais trop pour mes divertissements, que j'étais frivole et insouciante. Peut-être avait-il raison. Antoine Richard, qui n'avait pas bougé de son poste, sentit son cœur se serrer. Il se souvenait des pamphlets qui circulaient dans Paris, des caricatures obscènes, des accusations de plus en plus violentes. L'Autrichienne, comme il l'appelait avec mépris, était devenue le symbole de tous les maux de la France. Madame, intervint doucement Rosalie, vous ne pouviez pas savoir. Personne ne pouvait prévoir. Aussi, Rosalie, l'interrompit Marie-Antoinette avec une soudaine âpreté dans la voix. Ma mère m'avait prévenu. Dans ses lettres, elle ne cessait de me mettre en garde contre ma légèreté, mon goût pour le luxe et les plaisirs. Une reine doit être plus qu'une femme à la mode, m'écrivait-elle. Mais j'étais si jeune, si certaine que l'amour du peuple était acquis pour toujours. Elle se leva de sa paillasse et commença à faire les 100 pas dans l'espace exigu de sa cellule. Ses mouvements, malgré la fatigue et les privations, gardaient une certaine grâce, comme si son corps se souvenait encore des leçons de maintien de son enfance à la cour de Vienne. Le petit Trianon, reprit-elle soudain. C'était mon refuge, mon petit coin de paradis loin de l'étiquette étouffante de la cour. Louis me l'avait offert peu après son couronnement. J'y avais fait construire un hameau, avec de vraies fermes, des vraies vaches. Je jouais à la bergère pendant que la France souffrait de la faim. Un rire amer lui échappa, qui ressemblait presque à un sanglot. Antoine Richard serra les poings, mal à l'aise devant cette douleur qu'il ne pouvait ni comprendre totalement ni soulager. Les enfants adoraient le hameau, continua-t-elle d'une voix plus douce. Marie-Thérèse Charlotte courait après les poules, Louis-Charles s'émerveillait devant les agneaux nouveau-nés. Mon petit Louis-Joseph. Sa voix se brisa à l'évocation de son fils aîné, mort peu avant le début de la Révolution. Rosalie s'empressa de lui tendre un mouchoir, mais Marie-Antoinette secoua la tête, refusant de céder à l'émotion. C'était une autre vie, dit-elle fermement. Une vie qui appartient au passé, comme les bals, les opéras, les promenades en calèche dans les jardins de Versailles. Tout cela semble si lointain maintenant, comme un rêve dont on peine à se souvenir au réveil. Le bruit des tambours qui rythmait le changement de garde parvint jusqu'à la cellule. Antoine Richard savait qu'il devait bientôt céder sa place, mais il ne pouvait se résoudre à s'arracher à ses confidences. Le plus étrange, reprit Marie-Antoinette après un moment de silence, c'est que je ne regrette pas tant le luxe et les privilèges que les petits moments de bonheur simple. Les matins d'été où je me levais tôt pour voir le soleil se lever sur les jardins. Les après-midi passés à lire des contes à mes enfants. Les promenades avec Louis dans le parc, quand il me parlait de ses projets pour améliorer le sort du peuple. Elle s'interrompit, comme surprise par ses propres paroles. Un nouveau bruit de pas dans le couloir annonçait l'arrivée de la relève d'Antoine. Et maintenant, murmura-t-elle si bas que Rosalie dut tendre l'oreille pour l'entendre, maintenant je ne suis plus qu'une ombre, un fantôme qui hante ses murs en attendant son heure. Le nouveau garde prit son poste, jetant un regard suspicieux vers la cellule. Antoine Richard s'attarda un instant, prétextant de devoir ajuster son uniforme. Mais vous gardez votre dignité, madame, chuchota Rosalie avec ferveur. Ils peuvent vous avoir tout pris, mais ils ne peuvent vous enlever cela. Marie-Antoinette ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha de la petite fenêtre, observant les dernières lueurs du jour qui s'estompaient dans le ciel parisien. Les cloches de Notre-Dame sonnèrent au loin, marquant la fin d'une nouvelle journée de captivité. La dignité, dit-elle enfin, c'est peut-être tout ce qu'il me reste. Ça, et les souvenirs d'une vie qui semble appartenir à quelqu'un d'autre. Une vie de lumière et de musique, avant que les ombres n'envahissent tout. Antoine Richard s'éloigna finalement, le cœur lourd. Dans sa cellule, Marie-Antoinette continuait de regarder par la fenêtre, comme si elle pouvait encore apercevoir, au-delà des toits de Paris, les jardins de Versailles baignés de soleil et de splendeur. La nuit tombait sur la conciergerie, apportant avec elle son lot de fantômes et de regrets. Dans le silence qui s'installait,
on n'entendait plus que le bruissement de la robe de Rosalie qui continuait ses va-et-vient discrets, et le murmure à peine audible d'une ancienne reine qui récitait peut-être une prière, ou qui parlait simplement au spectre de son passé. La confession. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la conciergerie dans un silence pesant, uniquement troublé par les pas réguliers des gardes et les soupirs occasionnels des prisonniers. Dans sa cellule, Marie-Antoinette ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les souvenirs de la journée d'interrogatoire tournaient sans fin dans son esprit, mêlés aux images persistantes de sa vie passée à Versailles. Antoine Richard effectuait sa ronde nocturne avec une nervosité inhabituelle. Ce soir n'était pas comme les autres, il avait accepté de participer à une entreprise dangereuse qui, si elle était découverte, lui coûterait certainement la vie. Le jeune garde avait arrangé la venue secrète du père Henri Magnin, un prêtre réfractaire qui avait réussi à échapper aux persécutions de la Terreur. « Citoyenne, murmura-t-il en s'approchant de la cellule, êtes-vous éveillée ?» Marie-Antoinette se redressa sur sa paillasse, surprise par cette adresse inattendue à une heure si tardive. « Oui, citoyen garde, répondit-elle doucement. « J'ai quelqu'un qui souhaite vous voir, chuchota Antoine, jetant des regards inquiets autour de lui. Quelqu'un qui pourrait apporter un peu de réconfort à votre âme. » Le cœur de la prisonnière se mit à battre plus fort. Elle avait tant espéré recevoir les derniers sacrements, mais n'avait osé le demander, sachant le danger que cela représentait pour ceux qui l'aideraient. Dans l'obscurité du couloir, une silhouette encapuchonnée s'avança silencieusement. Le père Magnin, déguisé en garde nationale, portait sous son uniforme d'emprunt les objets nécessaires à la célébration d'une messe clandestine. Antoine ouvrit la porte de la cellule avec des gestes mesurés, veillant à ce que les gonds ne grincent pas. Rosalie, qui partageait toujours la cellule adjacente, se tenait en alerte, prête à donner l'alarme au moindre bruit suspect. « Ma fille, murmura le prêtre en s'approchant de Marie-Antoinette, que Dieu soit avec vous en cette heure sombre. » La prisonnière s'agenouilla spontanément, les larmes aux yeux. « Mon père, je ne saurais vous dire combien votre présence m'apporte de réconfort. » Le père Magnin sortit discrètement de sous sa veste un petit crucifix et une étole. Dans la pénombre de la cellule, ces objets semblaient briller d'une lumière propre, comme des étoiles dans la nuit de la conciergerie. « Je suis venu entendre votre confession, dit-il doucement, si tel est votre souhait. » Marie-Antoinette inclina la tête. « Oui, mon père. Il y a tant de choses dont je dois me repentir, tant de moments où j'aurais pu agir différemment. » Antoine Richard se posta près de la porte, tous ses sens en alerte. Le moindre bruit inhabituel pouvait signifier la découverte de leur entreprise risquée. Dans le silence de la prison, les murmures de la confession semblaient étrangement amplifiés. « Je m'accuse, commença Marie-Antoinette d'une voix tremblante, d'avoir été orgueilleuse et insouciante. J'ai vécu dans le luxe pendant que le peuple souffrait de la faim. J'ai fermé les yeux sur la misère qui grandissait aux portes mêmes de Versailles. » Le prêtre écoutait attentivement, son visage à peine visible dans l'obscurité. La lueur vacillante d'une torche dans le couloir projetait des ombres mouvantes sur les murs de la cellule. « Je m'accuse d'avoir mal conseillé le roi en certaines occasions. Ma fierté, mon refus de céder face aux premières demandes des révolutionnaires. Peut-être aurions-nous pu éviter tant de sang versé si j'avais été plus humble, plus disposé au compromis. » Un bruit de pas dans le couloir fit sursauter Antoine. Il fit un geste rapide vers le prêtre et la prisonnière, qui s'immobilisèrent instantanément. Les pas s'éloignèrent progressivement, et la tension retomba légèrement. « Continue, ma fille, encouragea doucement le père Magnin. Je m'accuse d'avoir parfois négligé mes devoirs de mère, trop occupé par les plaisirs de la cour. Mes enfants, mon Dieu, mes pauvres enfants. » Sa voix se brisa momentanément. Louis-Charles, si petit, si fragile. Que lui font-ils subir dans cette horrible tour du temple? Le prêtre posa une main apaisante sur son épaule. Dieu veille sur les innocents, ma fille. Continuez votre confession. Je pardonne, reprit-elle après avoir retrouvé un peu de calme. Je pardonne à ceux qui m'ont calomnié, qui ont répandu ces horribles rumeurs sur ma personne. Je pardonne à ceux qui ont encouragé la haine du peuple contre moi. Je pardonne même à ceux qui ont voté la mort du roi, mon époux bien-aimé. Un sanglot étouffé se fit entendre dans la cellule voisine. Rosalie, qui écoutait malgré elle, ne pouvait contenir son émotion. « Mais je ne peux pardonner, continua Marie-Antoinette avec une soudaine fermeté dans la voix, le mal qu'ils font à mes enfants. Cela, mon père, est-ce un péché? Est-ce un manquement à la charité chrétienne? » Le père Magnin secoua doucement la tête. Le cœur d'une mère ne peut rester indifférent à la souffrance de ses enfants. Dieu comprend cette douleur. Soudain,
Des bruits de pas plus nombreux se firent entendre, accompagnés d'éclats de voix. Antoine Richard sentit son sang se glacer dans ses veines. Le commissaire Dobsen effectuait parfois des rondes nocturnes impromptues. « Vite, souffla-t-il, il faut. » Mais le père Magnin avait déjà réagi. Avec des gestes rapides et précis, il donna l'absolution à Marie-Antoinette, rangea ses objets sacrés et se prépara à partir. La prisonnière saisit sa main une dernière fois. « Bénissez-moi, mon père, murmura-t-elle précipitamment. Et priez pour mes enfants. » Le prêtre traça un rapide signe de croix au-dessus de sa tête avant de se glisser hors de la cellule. Antoine referma la porte aussi silencieusement que possible, tandis que le père Magnin disparaissait dans l'ombre du couloir. À peine quelques instants plus tard, le commissaire Dobsen apparut, accompagné de 2 gardes. Son regard suspicieux balaya le corridor. « Tout est calme, citoyen commissaire, rapporta Antoine, s'efforçant de maîtriser le tremblement dans sa voix. La prisonnière dort. Dobsen s'approcha de la cellule, scrutant l'intérieur. Marie-Antoinette, allongée sur sa paillasse, semblait effectivement dormir profondément. Sa respiration régulière et paisible ne trahissait en rien l'intense émotion qu'elle venait de vivre. Grommela le commissaire. Maintient une surveillance étroite. Cette femme est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Une fois les pas des visiteurs nocturnes évanouis dans les profondeurs de la prison, Marie-Antoinette se redressa lentement. Une paix nouvelle semblait avoir envahi son visage, comme si le poids de ses péchés avait été allégé par la confession. « Merci, murmura-t-elle si bas qu'Antoine dut tendre l'oreille pour l'entendre. Que Dieu vous protège pour ce que vous avez fait ce soir. » Le jeune garde hocha simplement la tête, incapable de répondre. Il reprit sa ronde, le cœur battant encore de leur périlleuse entreprise, mais l'esprit étrangement apaisé d'avoir pu apporter un peu de réconfort à cette femme qui avait tout perdu. Dans sa cellule, Marie-Antoinette s'agenouilla à nouveau, cette fois pour une prière silencieuse. Les heures de la nuit s'écoulèrent lentement, rythmées par les rondes des gardes et les bruits lointains de la ville endormie. À travers les barreaux de sa fenêtre, elle pouvait apercevoir un petit morceau de ciel étoilé, témoin silencieux de cette nuit où, pour quelques précieux instants, elle avait retrouvé la paix de l'âme. Rosalie, dans sa cellule adjacente, priait elle aussi, remerciant le ciel pour ce moment de grâce au cœur des ténèbres. Antoine Richard continua sa garde jusqu'à l'aube, plus vigilant que jamais, conscient du trésor de cette nuit qu'il devrait à jamais garder secret. Le jour se levait sur Paris, promettant une nouvelle journée d'incertitude et d'épreuves. Mais dans le cœur de Marie-Antoinette brillait désormais une petite flamme de paix, allumée par les paroles de pardon prononcées dans l'obscurité de sa cellule. Cette flamme, personne ne pourrait plus la lui enlever. Les fantômes de Versailles. Les premières lueurs de l'aube filtraient à peine à travers les barreaux de la conciergerie lorsque Marie-Antoinette s'installa à la petite table branlante de sa cellule. Rosalie lui avait procuré, non sans difficulté, quelques feuilles de papier, une plume et de l'encre. La prisonnière contempla longuement ces objets, consciente que c'était probablement sa dernière occasion d'écrire à ceux qu'elle aimait. « Rosalie, appela-t-elle doucement, êtes-vous éveillée ?»« Oui, madame, répondit sa fidèle compagne depuis la cellule voisine. « Souhaitez-vous que je vous aide à disposer la lumière ?»« S'il vous plaît. » La chandelle vacille tellement. Avec des gestes précis nés d'une longue habitude, Rosalie ajusta le chandelier près de la table, veillant à ce que la lumière éclaire suffisamment le papier sans attirer l'attention des gardes. Marie-Antoinette trempa la plume dans l'encre et commença à écrire « Ma chère sœur ». Les mots s'écoulaient difficilement, chargés du poids de tout ce qu'elle ne pourrait jamais dire. Sa lettre à Madame Élisabeth, sa belle-sœur, devait porter non seulement ses dernières volontés, mais aussi tout l'amour qu'elle n'avait pas su exprimer de son vivant. « Il est 4h30 du matin, poursuivit-elle sur le papier. On vient de m'annoncer que je dois comparaître devant le tribunal révolutionnaire aujourd'hui. Mes mains tremblent, ma chère sœur, non de peur, mais de tout ce que je dois vous confier en si peu de temps. » Antoine Richard, qui prenait son service matinal, ralentit imperceptiblement son pas devant la cellule. Il pouvait entendre le grattement de la plume sur le papier, ponctué par les soupirs occasionnels de la prisonnière. « Je vous écris pour la dernière fois, continua Marie-Antoinette, les larmes menaçant de brouiller sa vue. J'ai reçu les saints sacrements. Je ne cherche plus ni espoir ni sursis en ce monde. Mes pensées vont vers mes pauvres enfants. » Elle s'arrêta un instant, submergée par l'émotion. Rosalie s'approcha silencieusement des barreaux qui séparaient leurs cellules, offrant sa présence discrète en soutien. « Je dois vous parler d'eux, ma chère sœur. Marie-Thérèse Charlotte, ma fille bien-aimée, est maintenant assez grande pour comprendre.
Dites-lui que son cœur doit pardonner à ceux qui nous ont fait tant de mal. Le pardon libère l'âme de ses chaînes. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter, renversant quelques gouttes d'encre sur le papier. Mais ce n'était qu'un garde faisant sa ronde habituelle. Quant à mon petit Louis-Charles, reprit-elle, sa main tremblant davantage, mon cœur se déchire en pensant à lui, enfermé dans cette horrible tour du temple. Si jamais vous pouvez le revoir, dites-lui que sa mère n'a jamais cessé de l'aimer, pas un seul instant. Qu'il n'oublie jamais qu'il est le fils de Louis XVI, le plus juste et le plus doux des hommes. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, mais elle continua d'écrire, déterminée à terminer cette dernière missive. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j'ai été élevé et que j'ai toujours professée. N'ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant pas s'il existe encore des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop s'ils y entraient une fois, je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. Antoine Richard écoutait, le cœur serré, sachant qu'il était l'un des rares témoins de ce moment d'intimité déchirante. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu'il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Elle s'arrêta à nouveau, regardant par la fenêtre où l'aube commençait à poindre. Les bruits de Paris qui s'éveillaient montaient jusqu'à sa cellule, le claquement des sabots des chevaux sur les pavés, les cris des premiers marchands, le tintement lointain des cloches d'église. Je demande pardon à tous ceux que je connais et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu vous causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Rosalie étouffa un sanglot dans sa cellule. Marie-Antoinette leva brièvement les yeux de sa lettre, un faible sourire aux lèvres. Ne pleurez pas, ma fidèle amie, murmura-t-elle. Les larmes ne changent rien au destin. Elle reprit sa plume, je dis adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis, l'idée d'en être séparé pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant, qu'ils sachent du moins que jusqu'à mon dernier moment, j'ai pensé à eux. Le soleil se levait maintenant sur Paris, dorant les toits que l'on pouvait apercevoir depuis la petite fenêtre de la cellule. Marie-Antoinette regarda un instant cette ville qu'il avait d'abord accueillie en triomphe, puis haïe avec tant de violence. Adieu, ma bonne et tendre sœur, puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi, je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Elle signa la lettre d'une main tremblante, Marie-Antoinette. Puis, comme si ces mots ne suffisaient pas à exprimer tout ce qu'elle ressentait, elle ajouta un post-scriptum. C'est à vous que je m'adresse pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Rosalie s'approcha doucement pour saupoudrer de sable le papier encore humide d'encre. Ses mains tremblaient autant que celles de sa maîtresse. Madame, murmura-t-elle, votre courage ne cessera jamais de m'émerveiller. Marie-Antoinette plia soigneusement la lettre, la contemplant un long moment avant de la confier à Rosalie. Faites-la parvenir à ma belle-sœur, si vous le pouvez. Mais ne prenez pas de risques inutiles. Assez de sang a déjà coulé. Le bruit caractéristique des gardes changeant de faction résonna dans le couloir. Antoine Richard, qui devait céder son poste, jeta un dernier regard vers la cellule. La prisonnière se tenait droite près de la fenêtre, son visage baigné par la lumière du matin. Pour un instant, il crut voir non pas la captive amaigrie de la conciergerie, mais la reine majestueuse qu'elle avait été. Le temps passe si vite, murmura Marie-Antoinette, plus pour elle-même que pour ses auditeurs. Il me semble que c'était hier que j'écrivais à ma mère depuis Versailles, lui racontant mes premiers pas à la cour de France. Et maintenant? Sa voix s'éteignit, mais elle garda sa posture droite, refusant de se laisser abattre par le chagrin. Le soleil montait dans le ciel parisien, promettant une belle journée d'automne. Dans les rues, la vie continuait son cours, indifférente au drame qui se jouait dans les murs de la conciergerie. Rosalie s'affairait silencieusement, rangeant les objets d'écriture, effaçant toute trace de cette dernière correspondance. La lettre, soigneusement pliée, disparut dans les plis de sa robe. Elle la transmettrait plus tard à l'un des rares amis fidèles qui visitait encore la prison, espérant qu'elle atteindrait un jour sa destinataire. Marie-Antoinette resta immobile près de la fenêtre, comme si elle puisait dans les rayons du soleil la force nécessaire pour affronter les heures à venir. Dans le silence de la prison, on n'entendait plus que le bruissement de la robe de Rosalie et les pas réguliers des gardes. Le temps des lettres était terminé. Désormais,
Il ne lui restait plus qu'à attendre, avec toute la dignité dont elle était capable, lors de son dernier voyage à travers les rues de Paris. La dernière danse. La fièvre qui s'était emparée de Marie-Antoinette en cette nuit d'octobre rendait ses pensées étrangement légères, presque vaporeuses. L'humidité persistante de sa cellule à la conciergerie, combinée à l'épuisement des derniers jours, avait finalement eu raison de sa résistance physique. Pourtant, dans cet état de semi-conscience, une musique lointaine semblait résonner dans son esprit, un menuet qu'elle avait tant de fois dansé à Versailles. « Madame, chuchota Rosalie avec inquiétude, vous tremblez. Laissez-moi vous couvrir de cette couverture. » Mais Marie-Antoinette se leva soudainement de sa paillasse, ses mouvements empreints d'une grâce inattendue malgré sa faiblesse. « Entendez-vous la musique, Rosalie ? Les violons de Versailles. Ils jouent notre menuet préféré. » Antoine Richard, qui montait la garde cette nuit-là, échangea un regard inquiet avec Rosalie. La fièvre faisait manifestement délirer la prisonnière, la transportant dans un passé plus clément. « Les lustres ? » Continua Marie-Antoinette, les yeux brillants de fièvre, regardez comme ils scintillent dans la galerie des glaces. 1000 bougies se reflètent à l'infini dans les miroirs. Elle fit quelques pas, esquissant les mouvements d'une danse depuis longtemps oubliée. Ses pieds nus sur le sol froid de la cellule suivaient le rythme d'une musique que seule elle pouvait entendre. « Je me souviens de mon premier bal à Versailles, murmura-t-elle, tournoyant doucement. J'avais à peine 15 ans. Ma robe était si lourde, toute brodée de fils d'argent et de perles. Ma mère, l'impératrice Marie-Thérèse, m'avait fait parvenir des diamants de Vienne pour l'occasion. » Rosalie s'approcha doucement, craignant que sa maîtresse ne tombe dans son état de faiblesse. Mais Marie-Antoinette continuait sa danse solitaire, perdue dans ses souvenirs. Le comte de Fersen. Un sourire mélancolique passa sur son visage émacié. Il dansait si bien. Ses yeux bleus semblaient toujours me suivre à travers la salle de bal. Tout le monde chuchotait, bien sûr. La cour n'était qu'un nid de vipères, toujours à l'affût du moindre scandale. Elle s'arrêta un instant, haletante, une main posée sur le mur rugueux de sa cellule. La fièvre faisait briller ses yeux d'un éclat presque surnaturel. Le protocole était si strict, reprit-elle. Chaque geste, chaque regard était codifié. La reine ne pouvait danser qu'avec certains nobles soigneusement choisis. Mais parfois, lors des bals masqués, sa voix s'éteignit dans un sourire secret. Antoine Richard écoutait, fasciné malgré lui. Cette femme qui dansait dans sa cellule, vêtue d'une simple robe de prisonnière, lui apparaissait soudain telle qu'elle avait dû être autrefois, jeune, belle, admirée de tous. Les jardins étaient si beaux pendant les fêtes, continua Marie-Antoinette, reprenant sa danse imaginaire. Des milliers de lanternes illuminaient les bosquets. La musique s'échappait par les fenêtres ouvertes du château. L'air était empli du parfum des roses. Elle tourna sur elle-même, ses cheveux gris d'effet flottant autour de son visage. Le roi n'aimait pas danser, vous savez. Il préférait observer depuis son fauteuil, souriant avec indulgence à nos divertissements. Il ne comprenait pas ce besoin de mouvement, de musique, de vie. Rosalie essuyait discrètement ses larmes, bouleversée par cette scène surréaliste. La reine déchue, dans sa danse fiévreuse, semblait avoir retrouvé un peu de sa splendeur passée. Même la petite Marie-Thérèse apprenait déjà les pas de menuet, sourit Marie-Antoinette. Elle était si sérieuse pendant ses leçons de danse, comptant chaque mouvement avec application. Mon petit Louis-Charles, lui, préférait courir dans les jardins. Sa voix se brisa légèrement à l'évocation de ses enfants, mais elle continua sa danse, comme si le mouvement pouvait tenir à distance la douleur des souvenirs. Les bals duraient jusqu'à l'aube, murmura-t-elle. Les musiciens se relayaient, les danseurs aussi. Mais la reine devait toujours paraître fraîche et disponible, souriant à chacun, accordant une danse ici, un mot aimable là. Elle s'arrêta à nouveau, le souffle court. La fièvre faisait rougir ses joues pâles, donnant l'illusion d'un fard délicat sur sa peau. Le dernier bal. Sa voix devint plus distante. C'était peu avant que tout ne s'effondre. L'atmosphère était déjà lourde de menaces, mais nous dansions encore, comme si la musique pouvait tenir à distance les grondements de la révolte. Antoine Richard s'approcha instinctivement des barreaux, inquiet de la voir chanceler. Mais Marie-Antoinette se redressa, retrouvant une posture royale malgré sa fatigue. Les robes étaient moins somptueuses, les sourires plus crispés. Beaucoup de nobles avaient déjà fui à l'étranger. Mais nous continuions à danser, à faire semblant que rien ne changeait. Elle esquissa encore quelques pas, plus lents, plus hésitants. Le protocole voulait que le bal s'achève quand la reine se retirait.
Cette nuit-là, j'ai dansé jusqu'à la dernière mesure, comme si je savais que c'était la fin d'une époque. Rosalie s'avança pour la soutenir, sentant que ses forces l'abandonnaient. Madame, vous devez vous reposer. Mais Marie-Antoinette semblait ne pas l'entendre, perdue dans sa vision fiévreuse. Les bougies se consumaient dans les lustres, la lumière faiblissait peu à peu. Les miroirs de la galerie des glaces reflétaient nos silhouettes de plus en plus pâles, comme des fantômes d'un monde en train de disparaître. Elle tourna une dernière fois sur elle-même, puis ses jambes cédèrent. Antoine Richard ouvrit précipitamment la porte de la cellule, pendant que Rosalie rattrapait sa maîtresse avant qu'elle ne tombe. « Les violons !» murmura Marie-Antoinette alors qu'on l'allongeait sur sa paillasse. « Il joue toujours notre menuet. » Rosalie tamponna doucement le front brûlant de la prisonnière avec un linge humide. « Reposez-vous, madame. La fièvre vous épuise. »« Non, » protesta faiblement Marie-Antoinette. « Je dois rester éveillée. Une reine ne peut pas quitter le bal avant que le dernier invité ne se soit retiré. C'est le protocole. » Antoine Richard regardait cette scène avec un mélange de pitié et de fascination. Dans le délire de la fièvre, la frontière entre le présent et le passé semblait s'être effacée, permettant à la prisonnière de revivre une dernière fois les heures glorieuses de son règne. « Le jour se lève, » murmura-t-elle, les yeux mi-clos. Les bougies pâlissent dans la lumière de l'aube. « Le bal est fini, n'est-ce pas, Rosalie ? » « Oui, madame, » répondit doucement sa fidèle compagne. « Le bal est fini. Vous pouvez vous reposer maintenant. » Un faible sourire passa sur les lèvres de Marie-Antoinette tandis qu'elle sombrait dans un sommeil agité. Dans sa fièvre, elle continuait peut-être à danser dans les salons étincelants de Versailles, jeune et belle à nouveau, ignorant encore le destin qui l'attendait. Rosalie resta auprès d'elle, épongeant son front brûlant, murmurant des prières. Antoine Richard reprit sa position près de la porte, mais son regard revenait sans cesse vers la forme endormie de la prisonnière. Le soleil se levait sur Paris, ses rayons filtrant à travers les barreaux de la cellule. Dans le lointain, les cloches de Notre-Dame sonnaient les matines, leur mélodie se mêlant peut-être, dans les rêves fiévreux de Marie-Antoinette, aux derniers échos des menuets de Versailles. La journée s'annonçait, promettant d'autres épreuves, d'autres souffrances. Mais pour quelques heures, dans le délire de la fièvre, la prisonnière de la conciergerie avait retrouvé la splendeur de son passé, dansant une dernière fois dans les salons dorés de sa jeunesse. L'aube du jugement. Le 14 octobre 1793, une aube grise et froide se leva sur Paris. Les premiers rayons du soleil, pâles et timides, peinaient à percer la brume qui enveloppait la conciergerie. Dans sa cellule, Marie-Antoinette n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait passé ses dernières heures à prier, à réfléchir, et parfois à parler doucement avec Rosalie qui veillait fidèlement à ses côtés. À 6 heures du matin, les pas lourds des gardes résonnèrent dans le couloir de pierre. Le bruit métallique des clés et le grincement de la serrure firent sursauter Rosalie. Le commissaire d'Obsène apparut dans l'encadrement de la porte, accompagné de 4 gendarmes. Son visage habituellement impassible trahissait une certaine tension. « Citoyenne Capet, » annonça-t-il d'une voix qu'il voulait ferme, « l'heure est venue. Le tribunal révolutionnaire vous attend. » Marie-Antoinette se leva lentement de sa couche, lissant les plis de sa robe noire élimée avec une dignité qui rappelait encore les jours de Versailles. Ses cheveux, devenus presque entièrement blancs durant sa captivité, étaient soigneusement coiffés par Rosalie quelques heures plus tôt. « Je suis prête, citoyen, » répondit-elle simplement. Antoine Richard, posté non loin de là, observait la scène avec un mélange d'appréhension et de tristesse. Depuis des semaines, il avait remarqué des mouvements inhabituels autour de la prison. Des messages codés circulaient, des regards s'échangeaient, des conversations s'interrompaient brusquement à son approche. En tant que garde, il avait appris à être attentif aux moindres détails, et son instinct lui disait que quelque chose se préparait. Alors que le petit cortège s'apprêtait à quitter la cellule, un brouhaha inhabituel se fit entendre à l'extérieur de la prison. La foule commençait déjà à s'assembler, attendant avec une curiosité morbide le début du procès de celle qu'on surnommait la veuve Capet. Les cris et les chants révolutionnaires montaient par vagues jusqu'aux fenêtres de la conciergerie. Dans les couloirs humides de la prison, Marie-Antoinette marchait d'un pas mesuré, encadrée par les gendarmes. Le bruit de ses pas résonnait contre les murs de pierre, marquant peut-être ses dernières heures. Antoine Richard, qui fermait la marche, ne pouvait s'empêcher de remarquer sa droiture, sa dignité face à l'adversité. Comment cette femme, qui avait tout perdu, pouvait-elle maintenir une telle contenance? Soudain, au détour d'un corridor, un jeune garde qu'Antoine ne connaissait que de vue s'approcha rapidement du groupe. Il tendit un papier à l'un des gendarmes,
prétextant un ordre de dernière minute. Antoine remarqua le léger tremblement de sa main, l'éclat fébrile dans ses yeux. Ce fut à cet instant précis qu'il comprit, les rumeurs de complot qu'il avait entendues n'étaient pas infondées. Le cortège atteignit enfin la cour intérieure de la conciergerie. Une voiture attendait pour conduire la prisonnière au palais de justice, où siégeait le tribunal révolutionnaire. C'est alors qu'Antoine aperçut, parmi la foule des curieux et des gardes, plusieurs visages qui lui semblaient étrangement familiers. Des hommes qu'il avait vus rôder autour de la prison ces derniers jours, toujours les mêmes, toujours observants, attendant. Un plan se dessinait dans son esprit. Ces hommes n'étaient pas de simples badauds. C'étaient des royalistes, prêts à risquer leur vie pour sauver leur reine. Le jeune garde se retrouvait maintenant face à un dilemme qui le torturait, devait-il fermer les yeux sur ce qu'il avait découvert? Ou son devoir était-il de dénoncer cette tentative de sauvetage? Pendant ce temps, à l'intérieur du palais de justice, l'accusateur public Antoine Quentin Fouquier-Tinville peaufinait ses arguments. Cet homme, connu pour sa rigueur implacable et son habileté à obtenir des condamnations, avait préparé un réquisitoire particulièrement virulent. Les charges contre Marie-Antoinette étaient nombreuses, trahison envers la République, complot avec les puissances étrangères, dilapidation du trésor public, et même des accusations plus infâmes concernant le jeune dauphin. La salle d'audience commençait à se remplir. Les juges du tribunal révolutionnaire prenaient place, leurs écharpes tricolores contrastant avec leurs habits sombres. Dans les tribunes, les tricoteuses, ces femmes qui assistaient quotidiennement au procès tout en tricotant, s'installaient déjà, leurs aiguilles cliquetant comme un sinistre compte à rebours. Antoine Richard, ayant accompagné le cortège jusqu'au palais de justice, ne pouvait s'empêcher de penser aux conspirateurs qu'il avait repérés. Il savait que pendant le transfert de la prisonnière, un groupe d'hommes déterminés attendait le bon moment pour agir. Le plan, dont il avait saisi quelques bribes au fil des jours, semblait avoir été minutieusement préparé. Dans un coin de la salle, il remarqua un homme qu'il avait déjà vu près de la conciergerie, portant cette fois une cocarde tricolore et se faisant passer pour un patriote zélé. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Antoine comprit que le moment crucial approchait. Les conspirateurs avaient infiltré jusqu'au palais de justice, prêts à créer une diversion qui permettrait l'évasion de la reine. Pendant ce temps, Marie-Antoinette fut conduite dans une petite pièce attenante à la salle d'audience. Là, elle devait attendre le début de son procès. Le silence qui régnait dans cette antichambre contrastait violemment avec le tumulte qui montait de la rue, où la foule continuait de grossir. À travers les fenêtres, on pouvait entendre les cris et les chants révolutionnaires qui se mêlaient au roulement de tambours des gardes nationaux. Antoine Richard, torturé par sa conscience, pesait le pour et le contre de chaque décision possible. D'un côté, son devoir de garde républicain lui commandait de dénoncer le complot. De l'autre, l'humanité dont avait fait preuve la prisonnière, sa dignité face à l'adversité, et peut-être même une certaine sympathie pour sa cause, le poussaient à garder le silence. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insupportable. Dans la salle d'audience, Fouquier-Tinville disposait ses papiers, préparant méthodiquement l'acte d'accusation qui, il en était certain, conduirait l'Autrichienne à l'échafaud. Les juges consultaient leurs notes, les greffiers préparaient leurs plumes et leur encre. L'atmosphère était lourde, chargée de l'électricité qui précède les grands événements historiques. À l'extérieur du palais de justice, la tension montait. Les conspirateurs, dispersés dans la foule, attendaient le signal convenu. Leur plan était audacieux, provoquer une émeute aux abords du palais, créer la confusion nécessaire pour extraire Marie-Antoinette du bâtiment, et la conduire vers une planque sûre, où des chevaux les attendraient pour fuir Paris. Antoine Richard, qui avait réussi à maintenir sa position près de la salle d'audience, observait chaque mouvement avec une attention accrue. Il remarqua les signes subtils qu'échangeaient les conspirateurs, un mouchoir qui tombe, un chapeau qu'on réajuste, des gestes apparemment anodins mais qui constituaient un langage secret. Soudain, un cri retentit dans la rue, suivi d'une bousculade. Le moment tant attendu par les royalistes semblait être arrivé. La confusion commençait à gagner les abords du palais de justice. Antoine vit plusieurs des conspirateurs se mettre en mouvement, se rapprochant subrepticement des issues stratégiques. C'est alors que Marie-Antoinette, qui attendait toujours dans l'antichambre, reçut un message discret. Un petit bout de papier, glissé habilement par l'un des conjurés qui avait réussi à s'infiltrer parmi les gardes. Le message était clair, une tentative de sauvetage était imminente, elle devait se tenir prête. La reine déchue lut le message, son visage ne trahissant aucune émotion. Puis, dans un geste qui allait marquer Antoine Richard à jamais, elle déchira calmement le papier en minuscules morceaux. Son choix était fait, elle ne fuirait pas.
Que ce soit par fierté, par fatigue, ou par un sens du devoir envers une France qu'il avait pourtant rejetée, Marie-Antoinette avait décidé d'affronter son destin. Antoine Richard, témoin de cette scène, sentit un profond respect l'envahir. La décision de la reine venait de résoudre son propre dilemme moral. Si elle-même refusait de fuir, qui était-il pour interférer avec sa volonté? Il choisit donc de garder le silence sur le complot, tout en sachant qu'il n'aurait pas de suite. À 8 heures précises, les tambours résonnèrent dans la salle d'audience. Les portes s'ouvrirent, et Marie-Antoinette fut conduite à son banc. Le procès de celle qui avait été la reine de France allait commencer. Dans la rue, les conspirateurs, comprenant que leur plan avait échoué, se dispersèrent progressivement dans les ruelles de Paris. Antoine Richard reprit son poste, le cœur lourd mais l'esprit en paix. Il avait été témoin, ce matin-là, d'un courage qu'il n'oublierait jamais. Le procès qui commençait n'était plus qu'une formalité, une mise en scène judiciaire dont l'issue était déjà écrite. Mais la véritable sentence, celle de l'histoire, restait encore à prononcer. La voix de Fouquier-Tinville s'éleva dans la salle, « Citoyens jurés, vous avez à juger aujourd'hui la veuve Capet. » Le grand spectacle de la justice révolutionnaire commençait, tandis que dans les rues de Paris, les échos de cette matinée historique se dispersaient déjà dans le vent d'octobre. La nuit des adieux. La sentence était tombée comme un coup près, aussi tranchante que la lame qui attendait déjà son heure. Mort? Le mot résonnait encore dans les couloirs de la conciergerie alors que Marie-Antoinette regagnait sa cellule pour sa dernière nuit sur terre. Le ciel d'octobre, visible à travers les barreaux étroits, s'était teinté d'un rouge sang, comme si même la nature présageait les événements à venir. Rosalie Lamorlière, les yeux rougis par les larmes qu'elle s'efforçait de contenir, suivait sa maîtresse d'un pas chancelant. Le bruit de ses sanglots étouffés se mêlait au cliquetis sinistre des clés que les gardes faisaient tourner dans les serrures. La fidèle servante avait préparé un dernier repas, modeste mais servi avec tout le soin possible dans ces circonstances tragiques. « Ma chère Rosalie, murmura Marie-Antoinette en posant une main apaisante sur le bras de sa servante, ne pleurez pas. La mort n'est qu'un passage, et j'ai eu le temps de m'y préparer pendant ces longs mois de captivité. » Sa voix, bien que fatiguée par les heures éprouvantes du procès, gardait cette dignité qui ne l'avait jamais quittée. Antoine Richard, qui avait repris son poste après les événements tumultueux de la journée, observait la scène avec une émotion qu'il peinait à dissimuler. Le jeune garde, bouleversé par le courage dont la reine avait fait preuve en refusant l'évasion proposée, sentait le poids de secrets qui ne seraient jamais révélés. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, une agitation inhabituelle s'emparait des rues environnantes. Des groupes de royalistes désespérés se rassemblaient dans l'ombre, échangeant des regards lourds de sens et des murmures de dernière chance. Les conspirateurs, malgré l'échec de leur première tentative, n'avaient pas abandonné tout espoir de sauver leur reine. C'est alors qu'un messager se présenta à la prison, porteur d'une lettre urgente. Antoine Richard, qui était de garde à l'entrée, reconnut immédiatement l'écriture élégante sur l'enveloppe. C'était un message des derniers fidèles de la monarchie, une ultime tentative de sauvetage encore plus audacieuse que la première. Le jeune garde hésita un instant, pesant le pour et le contre de ses actions futures. Son devoir envers la République lui commandait de remettre immédiatement cette missive à ses supérieurs. Mais quelque chose dans l'attitude de Marie-Antoinette pendant son procès, sa dignité face à l'adversité, avait éveillé en lui une profonde admiration. Prenant sa décision, il demanda à voir la prisonnière sous prétexte d'une dernière vérification de sécurité. Le commissaire d'Obsène, épuisé par cette journée historique, acquiesça distraitement. Antoine se dirigea vers la cellule, le message dissimulé dans les plis de son uniforme. Marie-Antoinette était assise sur son lit de paille, écrivant ce qui semblait être une lettre d'adieu. La lueur vacillante d'une chandelle projetait son ombre sur le mur humide, créant une image fantomatique qui entrait longtemps les mémoires d'Antoine. « Citoyenne » commença-t-il doucement, utilisant le terme révolutionnaire tout en y insufflant un respect inhabituel, « j'ai quelque chose pour vous. » Il lui tendit discrètement le message, s'assurant que personne ne pouvait les observer. La reine déchue prit le papier d'une main légèrement tremblante. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes, et un faible sourire se dessina sur ses lèvres pâles. Le message détaillait un plan d'évasion complexe mais réalisable. Des hommes fidèles attendaient dans une maison proche, prêts à créer une diversion pendant que d'autres, déguisés en garde, devaient faciliter sa fuite. Des chevaux étaient préparés, des relais organisés jusqu'à la frontière. Pendant quelques instants, le silence régna dans la cellule. Rosalie, qui s'était approchée, retenait son souffle. Antoine Richard attendait, le cœur battant, se demandant si cette fois la prisonnière accepterait cette chance de survie.
Marie-Antoinette releva finalement la tête, son regard croisant celui du jeune garde. « Monsieur Richard, dit-elle doucement, utilisant son nom pour la première fois, je vous remercie pour votre courage et votre compassion. Mais ma décision reste la même qu'elle était ce matin. » Elle plia soigneusement la lettre et la tendit à la flamme de la chandelle. Le papier s'embrasa lentement, les mots d'espoir se transformant en cendres qui voltigèrent dans l'air humide de la cellule. « La France, poursuivit-elle d'une voix ferme, a été mon pays dès l'instant où j'ai posé le pied sur son sol. J'étais sa reine, je suis devenue sa prisonnière, et je mourrai sur sa terre. Je ne fuirai pas comme une criminelle. Mon époux a affronté son destin avec courage, je ne ferai pas moins. » Antoine Richard sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il s'efforça de retenir. Cette femme, que la propagande révolutionnaire avait dépeinte comme une traîtresse sans scrupules, faisait preuve d'une noblesse d'âme qui le bouleversait. « Mais, ajouta Marie-Antoinette plus doucement, je vous prie de transmettre ma gratitude à ceux qui risquent encore leur vie pour moi. Dites-leur de préserver la leur, car la France aura besoin d'hommes de cœur pour panser ses plaies quand cette tempête sera passée. » Rosalie sanglotait ouvertement maintenant, incapable de contenir plus longtemps son chagrin. La reine se leva et la prit dans ses bras, la consolant comme elle l'aurait fait pour l'un de ses enfants perdus. « Ma fidèle amie, murmura-t-elle, ne pleurez pas ainsi. J'ai besoin de votre force pour ces dernières heures. Aidez-moi plutôt à préparer ma toilette pour demain. Je veux partir dignement, comme il sied à une fille de Marie-Thérèse. » Antoine Richard s'éclipsa discrètement, comprenant que ce moment appartenait aux deux femmes. Dans le couloir, il croisa le commissaire d'Obsène qui, contre toute attente, semblait lui aussi ému par les événements de la journée. « Une femme remarquable, murmura le commissaire, plus pour lui-même que pour Antoine. Dommage que nous ne l'ayons compris que trop tard. » La nuit avançait, et avec elle, les dernières heures de celle qui avait été la reine de France. Dans sa cellule, Marie-Antoinette continuait d'écrire, traçant des mots d'amour et d'adieu pour ses enfants survivants, pour sa belle-sœur Madame Élisabeth, pour tout ce qu'elle ne reverrait jamais. À l'extérieur, Paris s'agitait dans une atmosphère fébrile. Les nouvelles de la condamnation s'étaient répandues comme une traînée de poudre, suscitant des réactions contrastées. Certains célébraient déjà, d'autres restaient silencieux, troublés peut-être par la fin tragique de celle qui avait incarné la monarchie française. Vers minuit, un prêtre constitutionnel se présenta à la prison, envoyé par les autorités pour offrir les derniers sacrements à la condamnée. Marie-Antoinette le reçut avec politesse mais refusa ses services, fidèle jusqu'au bout à ses convictions religieuses. « Je remercie la Convention de sa sollicitude, dit-elle avec une pointe d'ironie, mais j'ai déjà fait ma paix avec Dieu. » Elle ne mentionna pas la visite secrète du père Henri Magnin quelques jours plus tôt, gardant ce réconfort comme un trésor privé. Les heures s'écoulaient inexorablement. Antoine Richard, qui avait choisi de rester en faction malgré la fin de son tour de garde, observait les ombres qui dansaient sur les murs de la prison. Il pensait au conspirateur qui attendait toujours son signal, un signal qui ne viendrait jamais. Vers 2 heures du matin, Marie-Antoinette demanda du papier et de l'encre supplémentaire. Elle voulait écrire une dernière lettre, non pas à sa famille cette fois, mais à la postérité. « Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, écrivit-elle d'une main ferme. Je ne peux espérer de pardon pour mes ennemis, mais je leur pardonne et je prie Dieu de leur pardonner. » Rosalie, qui somnolait dans un coin de la cellule, se réveilla en sursaut au son de la plume grattant le papier. Elle observa sa maîtresse qui écrivait à la lueur tremblotante de la chandelle, son profil se découpant dans l'obscurité comme un camée ancien. L'aube approchait, et avec elle, les derniers moments de préparation. Marie-Antoinette demanda à Rosalie de l'aider à revêtir la simple robe blanche qu'elle avait choisie pour son dernier jour. Ses cheveux, devenus presque entièrement blancs pendant sa captivité, furent soigneusement coiffés. Antoine Richard, toujours à son poste, entendit les premiers bruits de la ville qui s'éveillait. Les roulements de tambour au loin annonçaient que la garde nationale se mettait en place. Le peuple de Paris commençait à converger vers la place de la Révolution, où l'échafaud attendait sa plus illustre victime. Dans sa cellule, Marie-Antoinette restait remarquablement calme. Elle consolait Rosalie qui ne pouvait retenir ses larmes, rappelant à la fidèle servante les moments plus heureux qu'elles avaient partagés. « Souvenez-vous des roses de Trianon, dit-elle avec un sourire nostalgique. Comme elles étaient belles au petit matin, couvertes de rosée. La France est un beau pays, Rosalie. Malgré tout, je ne regrette pas d'y avoir vécu. » Les premiers rayons du soleil commençaient à filtrer à travers les barreaux quand le commissaire d'Obsène apparut, accompagné cette fois d'une escorte plus nombreuse. L'heure était venue. Marie-Antoinette se leva, droite et digne.
Elle serra une dernière fois Rosalie dans ses bras, puis se tourna vers Antoine Richard. « Merci, dit-elle simplement, mais son regard exprimait tout ce que les mots ne pouvaient dire. Alors qu'elle quittait sa cellule pour la dernière fois, la reine déchue laissait derrière elle non seulement les vestiges de son ancienne vie, mais aussi le souvenir d'une dignité qui avait transcendé la haine et la vengeance. Antoine Richard, témoin silencieux de cette ultime nuit, comprit qu'il venait d'assister à un moment d'histoire qui dépassait les simples considérations politiques. La porte de la prison s'ouvrit sur le jour naissant, et Marie-Antoinette s'avança vers son destin, laissant derrière elle une cellule vide mais remplie de souvenirs qui entraient longtemps les murs de la conciergerie. Le dernier matin. L'aube du 16 octobre 1793 se leva sur un Paris fébrile. Le ciel, d'un gris perle, semblait pleurer doucement sur la ville qui s'apprêtait à vivre l'une des journées les plus marquantes de la Révolution. Les rues s'animaient déjà, emplies d'une foule diverse qui convergeait vers la place de la Révolution, où la guillotine se dressait, sombre silhouette contre le ciel pâlissant. Dans la cour de la conciergerie, Marie-Antoinette, vêtue d'une simple robe blanche, attendait avec une dignité qui impressionnait même ses geôliers les plus endurcis. Ses cheveux, coupés courts par le bourreau Charles-Henri Sanson quelques instants plus tôt, laissaient apparaître sa nuque pâle. Rosalie Lamorlière, qui l'avait aidé à s'habiller pour ce dernier voyage, sanglotait doucement dans l'ombre d'un couloir. Antoine Richard, fidèle à son poste jusqu'au bout, observait la scène avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. La nuit avait été longue, peuplée de murmures, de prières et de dernières confidences. Maintenant, dans la lumière grise du matin, tout semblait irréel, comme un tableau figé dans le temps. Le commissaire d'Obsène s'approcha de la prisonnière. « Il est temps, citoyenne, annonça-t-il d'une voix qui se voulait ferme mais trahissait une certaine émotion. Marie-Antoinette hocha simplement la tête, son visage empreint d'une sérénité qui contrastait avec l'agitation environnante. La charrette attendait dans la cour, entourée d'une forte escorte de la garde nationale. Le bruit des sabots des chevaux sur les pavés résonnait comme un glas dans le silence tendu du matin. Les tambours commencèrent à battre, leur rythme martial se mêlant aux premiers cris de la foule qui se massait déjà le long du parcours. Alors qu'elle montait dans la charrette, Marie-Antoinette trébucha légèrement. Un jeune garde s'avança pour l'aider, mais elle se redressa seule, murmurant avec un faible sourire, « Ce n'est rien, la dernière maladresse de la reine de France. » Le cortège se mit en marche. Les roues de la charrette grinçaient sur les pavés irréguliers, tandis que l'escorte maintenait à distance une foule dont les réactions oscillaient entre la haine et une curiosité morbide. Certains criaient des insultes, d'autres restaient silencieux, impressionnés peut-être par la dignité de celle qui avait régné sur la France. Antoine Richard, qui avait obtenu l'autorisation de faire partie de l'escorte, marchait près de la charrette. Il observait la ville qui s'éveillait pleinement maintenant, les boutiques qui ouvraient leurs volets, les visages aux fenêtres. Paris semblait retenir son souffle, consciente de vivre un moment historique. Le cortège emprunta la rue Saint-Honoré, où jadis la jeune dauphine avait été accueillie par des acclamations. Les temps avaient changé, mais Marie-Antoinette gardait la tête haute, son regard fixé droit devant elle, comme si elle voyait au-delà de cette foule hostile, au-delà même de sa propre mort. Une femme dans la foule éleva soudain la voix, « Où est ton orgueil maintenant, autrichienne ?» Marie-Antoinette tourna légèrement la tête, son regard croisant celui de son accusatrice. Sans un mot, elle inclina légèrement la tête, un geste qui déstabilisa la femme au point qu'elle recula dans la foule. Le soleil perçait maintenant à travers les nuages, illuminant les façades des maisons et créant des ombres mouvantes sur le visage de la condamnée. Antoine Richard remarqua que ses traits, bien que fatigués, gardaient cette noblesse qui l'avait caractérisé pendant sa captivité. La charrette passa devant l'église Saint-Roch, où quelques fidèles priaient discrètement. Marie-Antoinette ferma brièvement les yeux, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Le père Henri Magnin, déguisé en citoyen ordinaire, se tenait parmi la foule, prêt à donner une dernière absolution à celle qu'il avait confessée en secret. Plus ils approchaient de la place de la Révolution, plus la foule devenait dense et bruyante. Les gardes devaient maintenant former une barrière serrée autour de la charrette. Antoine Richard aperçut plusieurs visages familiers dans la foule, des royalistes qui n'avaient pas abandonné tout espoir jusqu'au dernier moment, mais qui maintenant ne pouvaient qu'assister, impuissants, au déroulement inexorable des événements. La place de la Révolution apparut enfin, vaste espace où la guillotine se dressait, machine imposante dont la lame brillait sinistrement dans la lumière du matin. La foule s'était massée en cercle autour de l'échafaud, créant une arène macabre pour ce dernier acte de la tragédie. La charrette s'arrêta au pied de l'échafaud. Un silence étrange tomba sur la place, comme si la foule, malgré sa soif de vengeance, ressentait malgré elle la solennité du moment.
Marie-Antoinette se leva, refusant l'aide qu'on lui proposait. Ses jambes tremblaient légèrement après le long trajet sur les pavés, mais sa dignité restait intacte. Charles-Henri Sanson, le bourreau, s'approcha. Cet homme, qui avait déjà exécuté Louis XVI, semblait lui-même ému par la dignité de sa prisonnière. Il s'inclina légèrement, un geste qui n'échappa pas à la foule et suscita quelques murmures. Marie-Antoinette gravit les marches de l'échafaud d'un pas ferme. Antoine Richard, qui avait maintenu sa position près de la charrette, sentit son cœur se serrer. Il revoyait en pensée les événements des derniers jours, le procès, la nuit des adieux, le courage dont cette femme avait fait preuve en refusant toute tentative d'évasion. Arrivée sur la plateforme, Marie-Antoinette regarda un instant la foule rassemblée. Son regard balaya la place, s'arrêtant brièvement sur les Tuileries au loin, puis sur le ciel d'octobre qui s'était éclairci. Un léger vent agitait ses cheveux courts, dernière caresse de ce Paris qu'elle avait tant aimé et qui la rejetait maintenant. C'est alors que se produisit ce moment qui resterait gravé dans la mémoire des témoins. En se dirigeant vers la planche, Marie-Antoinette marcha accidentellement sur le pied du bourreau. Elle se tourna immédiatement vers lui, « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » Ces mots, prononcés avec une politesse naturelle dans un tel moment, créèrent un silence stupéfait dans la foule. Sanson, visiblement ému, l'aida à se positionner. Les aides s'approchèrent pour l'attacher, leur geste presque respectueux contrastant avec la brutalité habituelle de leur tâche. Marie-Antoinette gardait les yeux ouverts, son regard fixé vers le ciel qui s'étendait au-dessus de Paris. Antoine Richard ferma les yeux au moment fatidique. Le bruit caractéristique de la lame qui tombe résonna sur la place, suivi d'un moment de silence absolu avant que la foule n'explose en cris et en acclamations. Lorsqu'il rouvrit les yeux, tout était terminé. Celle qui avait été la reine de France n'était plus. La foule commença à se disperser lentement, certains continuant à crier victoire, d'autres étrangement silencieux, comme troublés par la dignité dont avait fait preuve la condamnée jusqu'au bout. Antoine Richard resta immobile, incapable de bouger, les yeux fixés sur l'échafaud où le sang de Marie-Antoinette se mêlait maintenant à celui de tant d'autres victimes de la Révolution. Le corps fut placé dans une charrette et conduit au cimetière de la Madeleine, où il fut enterré dans une fosse commune, sans marque distinctive. Antoine Richard suivit le cortège jusqu'au bout, dernier hommage à celle qui l'avait tant impressionné par son courage. Le lendemain, le jeune garde démissionna de son poste à la conciergerie. Il ne pouvait plus supporter de patrouiller dans ces couloirs où l'ombre de la reine semblait encore flotter. Rosalie Lamorlière, elle, conserva précieusement le mouchoir brodé que sa maîtresse lui avait donné, relique d'une époque révolue. Dans les rues de Paris, les vendeurs de journaux criaient déjà les nouvelles du jour, alors que l'histoire tournait une nouvelle page sanglante. Mais pour ceux qui avaient été témoins de ces derniers moments, quelque chose avait changé. La dignité de Marie-Antoinette face à la mort avait laissé une impression indélébile, même chez certains de ses plus farouches opposants. Les années passèrent, et l'histoire jugea différemment celle qu'on avait surnommée l'Autrichienne. Antoine Richard, devenu vieux, racontait souvent à ses petits-enfants l'histoire de cette femme qui avait choisi d'affronter son destin avec courage plutôt que de fuir. Rosalie Lamorlière écrivit ses mémoires, témoignages précieux des derniers jours de la reine. La conciergerie, témoin silencieux de ces événements tragiques, garde encore aujourd'hui la mémoire de sa plus célèbre prisonnière. Dans la cellule où Marie-Antoinette passa ses derniers mois, une chapelle expiatoire fut plus tard aménagée, lieu de recueillement où les visiteurs peuvent méditer sur les ironies de l'histoire et la dignité face à l'adversité. Ainsi s'acheva le destin de Marie-Antoinette, dernière reine de France de l'Ancien Régime. Sa mort marqua non seulement la fin d'une époque, mais aussi un moment où la dignité humaine transcenda les passions politiques, laissant à la postérité l'image d'une femme qui sut mourir en reine, même après avoir tout perdu.